Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode, cette nouvelle session de Famille, Justice, Enfance sur RLP, Radio Libre en Périgord. Un direct toujours ce soir, un direct exceptionnel, une émission d'1 heure avec Claude Berthoumieux. Claude qui vient nous voir, qui fait partie du paysage périgourdin, qui a commis d'ailleurs en 2001 un ouvrage Vivre après une agression aux éditions Le Souffle d'Or, préface de Jacques Salomé, qui s'appelait Avant les blessures irréversibles, qui a été édité en 2005. Donc Claude est venu nous voir très gentiment et nous allons passer ce temps avec elle. Claude, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, parce que quand il fait nuit, moi, vous savez, c'est la nuit. Oui, vous savez. Très bien, merci. Bon, Claude, dites-moi, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui n'auraient pas eu la chance déjà de savoir qui vous êtes, est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu qui vous est, votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené là, qu'est-ce que vous avez fait durant tout ce trajet? Trajet de vie. Oui, bah oui. Vous avez eu plus d'1 heure ou... Non, on va résumer. En fait, vous êtes psychologue de formation. Oui, voilà, je suis psychologue diplômé de formation. Vous êtes passé par quelle université? L'université de Toulouse. Vous étiez à Toulouse, ouais, avec Nougaro, tout ça. Toulouse, voilà, avec voilà. Nougaro, c'était un copain d'ailleurs. D'accord. Vu mon grand âge, j'ai 76 ans quand même, et des poussières. Oh, il vous reste plein de temps à faire, c'est à la moitié. Absolument, oui, c'est la moitié. J'espère que la médecine va faire des progrès. Non, j'ai fait une licence de psycho parce que tout d'un coup, je me suis réveillée un matin en me disant je vais faire psycho. Voilà. Et puis, je fais mes études de psycho et je trouvais que c'était pas passionnant ce qu'ils nous enseignaient, c'était très théorique. Donc, j'ai décidé de faire un stage en hôpital psychiatrique pour aller voir d'un peu plus près ce qu'on appelait la psychiatrie ou la psychose. Là, ça a été passionnant. J'avais 18 ans, je me souviens. C'était vraiment passionnant. Et bon, après, j'ai laissé tomber parce qu'après avoir eu ma licence de psycho, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai été prof de français en Afrique, en France. Bon, j'ai fait vous avez été expat? J'ai été expat. J'étais un peu... Ça, c'est bien. Pour le multiculturel, la compréhension du monde, c'est très, très bien. Voilà, et puis en rentrant, j'ai fait, pour tout vous avouer, 5 ans de théâtre, parce que c'était un de mes choix premiers, c'était de faire du théâtre. Et au bout de ces 5 ans de théâtre, comme tout le monde le sait peut-être, quand on fait du théâtre, ça soulève pas mal de lièvres. Je suis tombée du jour au lendemain dans la psychothérapie, mais je dis bien du jour au lendemain, en contact avec les premiers groupes de psychothérapie de type qu'on appelle maintenant cognitif. Mais moi, à l'époque, c'était plutôt abréactif, puisque c'était des thérapies émotionnelles, primales, rebirth, des choses où on allait chercher très loin. Et je me suis trompée de porte un soir à la fac de lettres, où je faisais du théâtre à l'époque. Je me trompe de porte et je tombe dans un cours d'expression totale de Monsieur Lobreau, qui était un des premiers qui avait lancé les sciences de l'éducation à Vincennes, à l'époque, à Paris. Hein. Et à la fin de ce cours, où je me suis manifestée pour aider un jeune homme qui n'allait pas bien, moi j'attendais que le cours commence, je n'avais pas vu qu'il avait commencé en fait. Et à la fin de ce cours, il m'a dit « Mais quelle thérapie tu fais, toi parce que tu viens de faire un acte thérapeutique. » Ah. Et je lui ai répondu « Oh ben ça, c'est une super idée. Puisque mon père veut pas que je fasse du théâtre, je vais être psy. » Et je suis partie aux États-Unis pratiquement 3 mois après pour me former aux États-Unis en primal thérapie, enfin des thérapies émotionnelles fortes, puissantes. Et quand je suis rentrée, j'ai été contactée par un autre qui faisait de la primal thérapie et qui m'a dit viens me voir, tu vas peut-être travailler avec moi. Bon, ça s'est enchaîné comme ça sans que je sache pourquoi. Ensuite, j'ai
créé le premier centre de développement personnel en France. J'en suis fière. Mais vous pouvez. Ça s'appelait le CEDRE, Centre Énergie, Développement, Renaissance, Éveil. Il y avait tout le programme. On a vraiment travaillé au CEDRE pendant 10 ans. Entre-temps, j'avais créé le théâtre primal, où je partais de la thérapie émotionnelle primale, mais où je me disais, ça suffit pas. Après avoir enlevé toutes nos armures émotionnelles pour se protéger, il faut aussi pouvoir faire quelque chose de qui on est. Quelque chose d'intéressant. Si ce que je suis, avec mes défauts et mes qualités, c'était forcément quelque chose d'intéressant. Et j'ai créé ce théâtre primal où on travaillait à la fois sur ce que j'appelle nos ombres, nos névroses, et aussi sur nos dimensions héroïques, sur nos dimensions de lumière. Certains diraient, chez les Grecs, notre dimension dionysiaque, les bacchanales, et puis par ailleurs la dimension solaire, apollinienne. Donc j'ai toujours été fascinée par ces deux dimensions de ce que nous sommes, ombre et lumière, avec des défauts, des qualités, et que c'est ça qui fait qu'on est unique. Et voilà, et sur cette lancée, après je me suis retrouvée, évidemment, j'ai fait de la thérapie longtemps à Paris, puis après je me suis retrouvée aussi du jour au lendemain projetée dans le monde des agressions. D'abord parce que j'avais été agressée moi-même, mais ça c'était pas ce qui me paraissait le plus urgent, c'est parce que j'étais en entreprise, j'avais décidé de travailler en entreprise, et un été, j'ai eu une révélation encore, je me suis dit, les gens souffrent dans les entreprises, que ce soit les hôtesses d'accueil, soit de harcèlement avec le public, soit le harcèlement, et je vois que je ne m'étais pas trompée parce que je travaille de plus en plus avec... j'ai travaillé pendant 35 ans avec des victimes d'agression. À une époque où la parole était peut-être beaucoup moins libérée qu'aujourd'hui, voilà. Où les choses ne se disaient pas et se gardaient beaucoup plus. Voilà, il a fallu que... J'ai fait partie un peu des pionniers en France qui disaient... aux victimes, parlez, exprimez-vous, faites remonter, que ce soit une agression verbale. C'est le début déjà, définir, mettre des mots sur quelque chose, c'est déjà commencer à l'envisager, le soigner, déjà le mettre en face de soi. Mettre des mots, parce que en fait, j'ai eu, figurez-vous, par la suite, j'ai fait pendant 10 ans, j'ai aidé des victimes à se libérer du choc de leurs agressions. Dans le cadre de grandes banques ou même la Poste m'a employé. Ils voulaient m'employer à plein temps parce qu'ils étaient extrêmement agressés dans les bureaux de poste. Il y avait des cambriolages non-stop. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les gens, les séquestrations, les cambriolages. Et c'était quotidien. Et j'ai eu dans mes stages des gens qui avaient été cambriolés jusqu'à 8 fois. Oula. Pas cambriolés, de paix, on va dire. Et qui ne s'en était jamais remis. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans, puis après je me suis retrouvée en train de travailler avec les gendarmes. Je suis même venue travailler à Saint-Asti, à côté, à l'école de gendarmerie. Voilà, donc c'était un parcours... avec les victimes d'agression, ça a duré à peu près 35 ans. Je suis encore d'ailleurs amenée à intervenir. Après, alors j'ai élargi le concept d'agression par quelqu'un d'autre. Parce que je m'intéresse aux agressions de la vie en général. Oui. Apprendre un décès ou apprendre qu'on a une maladie ou qu'un proche a une maladie ou que votre enfant va mal. Tout ça, ça perturbe profondément, ça fait peur. Donc effectivement, ça c'était la deuxième question que je voulais vous poser. Maintenant, on va définir l'agression, voilà, pour mettre effectivement un sens à un mot qu'on va employer beaucoup durant l'émission. Qu'est-ce qu'une agression? Qu'est-ce qu'on définit comme étant une agression? Donc voilà, qu'on va vers le concept intellectuel pour en parler ensuite. Voilà. Alors, l'agression, c'est un événement qui vous arrive généralement violent, perçu par la personne comme étant violent, parce que quand je dis agression de la vie, c'est au sens large, parce que c'est forcément un phénomène court ou ça peut être long? Il y a un phénomène, alors justement, pour une agression, la plupart des victimes d'agression que j'ai eues, c'était un événement qui a duré 3 minutes,
par exemple un hold-up, ça dure 3 minutes et vous pouvez vous en trouver affecté pendant des années. En général, il y a le caractère de soudaineté qui fait partie de l'agression. Une soudaineté avec très souvent un sentiment, ce qu'on appelle de mort imminente. C'est-à-dire, ça c'est la grosse agression, hein, un sentiment que notre vie est en danger. C'est-à-dire que c'est un événement violent qui va vous mettre en état d'alerte au-delà de votre alerte habituelle, du niveau du seuil de vigilance. Je ne sais pas si j'ai assez défini l'agression, parce que... alors, il y a les agressions courtes, les événements soudains auxquels on ne s'attend pas, et puis il y a les agressions, ce que j'appelle le supplice chinois, c'est-à-dire ça peut être tout au long d'une vie, ou par exemple comme le harcèlement. Ça, c'est dans le domaine professionnel, par exemple, le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. C'est subtil, c'est pas violent, apparemment. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre au début. C'est pas violent, forcément. Mais c'est doucereux, j'appelle ça. Ça s'insinue. Ça se... c'est de l'agression, moi j'appelle ça de la torture mentale. L'agression que peut subir une femme ou un homme, d'ailleurs, de la part de son conjoint, quand il a un conjoint pervers narcissique. Quand je dis un homme ou une femme, parce que ça arrive que ce soit aussi des femmes, c'est plus rare, mais ça arrive. Nous avons les hommes battus ici. Les hommes battus, par exemple. Et puis, quand un enfant est systématiquement, par exemple, dévalorisé. Oui. Pour moi, c'est subtil, c'est du goutte à goutte. C'est quelque chose qui risque de le détruire. Progressivement, tranquillement. Vous lui mettez pas la dose mortelle d'arsenic tout de suite dans le verre, mais un tout petit peu chaque jour. Non, mais je comprends assez bien. On peut aussi parler de violence institutionnelle qui devient une agression, en fait. C'est ça. La façon de ne pas résoudre ou de mal résoudre les dysfonctionnements, de traiter les victimes, voire les séparations familiales ou les gens qui perdent leurs enfants parce que la lenteur administrative ou ci ou ça, les liens se perdent parce qu'il ne se passe rien durant 2 ou 3 ans. Ça fait une agression quelque part, mais qui se passe sur le long terme. Absolument. Et puis, il y a des conflits parfois avec des éclats de voix et des gestes malheureux. Et là, c'est une agression effectivement très courte dans le temps, mais qui peut aller extrêmement loin parce que c'est un environnement, la famille, où il y a aussi des morts, il y a des gens qui meurent. Hein, donc, ouais. Oui, puis il y a des gens qui meurent parce que, d'abord, sous les coups, ça va de soi, des enfants aussi malheureusement, ou de malnutrition parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes, j'appelle ça les enfants Mowgli, vous savez, les enfants sauvages, ça existe. On croit que dans notre société, l'enfant est roi parce que on en a fait un enfant roi. Mais en réalité, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui souffrent en silence parce que les grands, ce sont des grands et qu'ils n'ont pas la force de s'affronter à eux. Mais les grands, je les appelle les grands comme si j'étais toute petite, mais c'est comme ça que je les voyais, moi, en tout cas, en tant qu'enfant, ne se rendent pas compte que la moindre angoisse, la moindre friction entre eux, la moindre tension dans le couple, par exemple, parental, peut provoquer un stress énorme chez l'enfant. Et je vais même plus loin, si vous me permettez. Ça peut se produire même avant la naissance. C'est-à-dire qu'avant la naissance, si la grossesse se passe mal parce que la mère est angoissée, parce qu'il y a des tensions avec le père en permanence, etc., l'enfant va le ressentir. Et moi, je traite aujourd'hui des adultes qui ont été traumatisés avant la naissance. À la naissance aussi, mais avant la naissance. Ça se traduit comment? C'est intéressant, ça. Alors, en général, évidemment, quand j'ai un client qui arrive... Oui, parce qu'on n'a pas dit au départ, vous consultez toujours
Je consulte encore, oui. Vous avez un site qui s'appelle d-stress-psy. D-stress, il y a un petit jeu de mots, psy, psy.com. Et vous consultez, vous proposez des formations, des vidéos. Dans votre parcours, vous amenez jusqu'à, même si à votre âge aujourd'hui, vous continuez à recevoir et à consulter. Bon, d'accord. Oui, bon. Avec mon grand âge... et votre expérience, bien sûr. Je me mets dans mon fauteuil et puis voilà. Tout à fait. Je consulte donc, aussi là, par téléphone. Donc sûr, s'il y a des gens qui ne veulent pas se déplacer, je peux consulter par téléphone. Tout aussi. à fait, webcam et ce genre de choses. Oui. Et donc vous avez eu un client qui est venu et il savait que sa grossesse personnelle s'était mal passée? Et il ne le savait pas. Ah, vous l'avez trouvé? Non, c'était une femme. Oh ben j'en ai eu plusieurs. Dans ma vie, j'en ai eu plusieurs. Mais celle qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est une femme qui était venue faire 3 semaines, c'était dans les années 80, ça se fait plus maintenant, 3 semaines intensives avec moi, où je la faisais travailler tous les jours, pendant 2-3 heures. Travailler, ce que j'appelle travailler sur elle-même, en émotionnel, en travail vraiment profond. Et je savais par son frère qu'elle était malade. Elle ne me l'avait pas dit. Mais bon... Elle était psychothérapeute elle-même, elle faisait le même métier que moi. Elle m'avait pas tout dit, en fait. Et puis un jour, elle était allongée, je la faisais travailler, puis tout d'un coup, je ne la voyais plus respirer. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle répondait pas. Bon, j'ai bien vu qu'elle n'était pas morte, mais elle était en sous-respiration. Et elle me dit, il ne faut pas que je bouge. Alors j'ai dit, comment ça, il ne faut pas que tu bouges? Elle me dit non, parce qu'elle va s'apercevoir que je ne suis pas morte. Oh mon Dieu! Oui, c'est fort ce que je vous dis là. Ah oui, là, vous dites ça en une session, on déduit plein de choses, là, oui. Oui, ça veut dire que sa mère, pendant sa grossesse, tout à fait au début, avait essayé d'avorter. Et elle a senti le danger, mais un danger phénoménal. Et tout d'un coup, le fœtus n'a pas réfléchi, parce que le fœtus, ça ne réfléchit pas, hein, ça n'a pas de mots pour réfléchir. Le fœtus s'est immobilisé à tel point que la mère a cru qu'elle avait réussi son coup. Waouh! Du coup, elle n'a pas bougé pendant au moins 2 mois, histoire d'attendre que ça dépasse le... Enfin, c'est incroyable comme histoire. Et ça m'est revenu, moi, la semaine dernière. D'accord. Parce que j'ai eu une cliente qui me disait, je ne sais pas ce que j'ai, mais il y a quelque chose que je ne veux pas aller voir. J'ai une peur profonde au fond de moi et je ne sais pas ce que c'est. Et tout d'un coup, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse de ta mère? Il va falloir que tu en parles avec elle. Parce qu'elle m'a dit, mais ma mère était extrêmement angoissée pendant qu'elle m'attendait. Et elle avait peur en permanence que je meure. Voilà. Je vous dis des choses un peu fortes, je vous prie d'en excuser. Pas. Non, mais ici, on a parlé de tout, donc on peut... On a le droit. Oui, absolument. Voilà. Donc, ce sont quand même des choses qui marquent une vie. Et, par exemple, moi, il m'arrive de savoir, en voyant la manière dont se comporte une personne qui vient me voir, je les appelle les clients, parce que patient, ça fait trop médical. Mais quand il y en a un qui vient me voir... je le sens, et quelquefois je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé au moment, alors que ça peut être pendant la grossesse de la mère ou au moment de ta naissance. Alors je vais vous donner un exemple. J'ai constaté par exemple que 9 fois sur 10, les personnes qui sont nées par césarienne, ça va intéresser plus d'un, j'espère. Oui. Oui. Les personnes qui sont nées par césarienne n'ont pas eu à passer à travers le processus de la naissance, qui est une alternance entre contraction et détente. Dans le passage du col de l'utérus, c'est pas simple quand même. Hein. Donc ils n'ont pas eu à faire ce travail de pousser, ils n'ont pas vécu au premier degré dans leur corps cette alternance de détente et de stress extrême, de peur, parce que ça crée une peur presque... ontologique. Ils n'ont pas vécu ça. Comme le col, par exemple, était trop étroit, on a décidé de l'extraire par césarienne, ou que la mère risquait sa vie aussi. Eh bien, au moment où ils sont sortis,
il faut anesthésier légèrement la mère, puisqu'on ne va pas l'ouvrir comme ça. Oui, et par le cordon, ça passe. Et puis, il faut les sortir très vite, parce que l'anesthésiant passe très vite dans le cordon. Et à l'époque, ils n'avaient pas pris conscience de ça. Et il y a des tas de gens... Alors ça donne quoi dans leur vie? Ça donne que chaque fois qu'ils sont face à une difficulté, par rapport à la naissance, c'est quand même une difficulté à affronter. Chaque fois qu'ils sont face à une difficulté, ils vont, comme par hasard, avoir sommeil ou aller dormir. Et ils vont pas affronter la difficulté de face. Ils se disent, après tout, c'est pas plus mal, hein, mais j'y verrai plus clair demain. D'accord. Ou alors, j'ai sommeil, ne me parlez plus de ça. Ils ont une forme de déni sur le moment. D'accord. Ou alors, ils se disent, ça va se résoudre tout seul. Bon, ça peut donner des trucs avantageux. Oui, bien sûr. Oui. Et j'ai remarqué que ce sont des gens qui s'endorment sous l'effet du stress. Et souvent, je leur dis, mais qu'est-ce qui s'est passé au moment de ta naissance? Et on voit aussi des gens qui sont nés par forceps. On les a forcés, ils n'étaient pas OK. Moi, j'ai une amie, on lui a carrément... Son père, la sage-femme n'était pas arrivée à la maison, c'était à l'époque... où on pouvait accoucher à la maison. Le père a eu peur, et quand il a vu la tête arriver, il a mis la main dessus pour l'empêcher de sortir. Non. Oh. Et on a découvert ensemble, elle est devenue psychothérapeute par la suite, on a découvert ensemble que dans sa vie, j'ai bossé avec elle dans mon centre, c'était mon associé principal, que dans sa vie, et je le voyais, je le vérifiais tous les jours, chaque fois que je lui proposais quelque chose, elle disait d'abord non. Et puis elle réfléchissait un peu, et le lendemain, elle disait oui. Comme si ce qui s'était passé à sa naissance l'avait bloqué. C'est d'abord non. Donc son élan premier était coupé. Et ensuite, c'était OK, on peut y aller. Alors, il y a du monde qui ont eu des problèmes durant leur naissance. J'ai l'impression, mais bon, c'était... Vous voulez dire quoi? Que la négativité ambiante me fait dire que... Bon, oui. Non, mais alors, par contre, ce qui m'intéresse, que j'ai un cas qui est très proche de moi, là, la naissance par forceps, qui à une époque d'ailleurs déformé la boîte crânienne un petit peu et autres. Là, par contre, ça a aussi une application? Ah oui. Oui, ce sont des gens qui peuvent. Bon, c'est pas à 100%, mais j'ai beaucoup travaillé autour de la naissance, comme l'avant, le pendant et l'après. Comment ça s'est passé? Parce que notre vie va être symbolique, va être une sorte de reproduction du scénario de la naissance. Par exemple, je connaissais quelqu'un qui était très rebelle, qui ne voulait pas sortir. Enfin, elle s'est présentée par le siège, comme on dit. Et je lui ai dit, toi, tu as d'abord dit, tu as montré à tout le monde, d'abord. Et comme on l'a aidé à se retourner, parce qu'évidemment, les sages-femmes savent faire ça. Et ensuite, on a été obligé de la forcer parce qu'elle voulait pas. Elle voulait pousser vers le haut, elle voulait pas pousser vers le bas. Elle s'était pas retournée. Et on voit qu'il y a des gens dans leur vie qui, quand ils sont face à une impasse, si vous poussez vers le haut, vous n'allez pas pouvoir sortir par la gorge, ni par l'estomac. Donc, quand ils sont face à une impasse, ils vont insister lourdement. Et quelquefois, on se perçoit, quand je leur pose la question, c'est qu'en fait, ils sont nés par le siège. Enfin, ils ne voulaient pas se retourner. Alors, quand vous êtes dans une impasse, la seule manière d'en sortir, c'est de vous retourner et de sortir par là où vous êtes arrivé. Et il faut savoir quand même, je pense, là je vous parle de la naissance, mais il faut quand même savoir que c'est l'enfant qui déclenche le processus de la naissance. Mais quelquefois, il le déclenche, mais un petit peu à l'envers. Je suis arrivé le point en premier avec le cordon qui m'étranglait, puis ils ont dû prendre un forceps. Eh ben, mon pauvre ami, du coup, il est entouré de fils dans le studio. Oui, mais tout va bien. Et le point en premier. Ah oui. Il paraît que j'ai hurlé. Le point en premier. J'étais en revendication dès le départ, moi. Mais vous êtes heureux. Ah, voilà. Un révolté d'emblée. C'est ça. Voilà. Il arrive le point. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et c'est presque... Oui, c'est une façon aussi de forcer le passage.
d'avancer pour forcer le passage, mais pas avec la tête. Ils ont dû me tirer, vous avez rentré. Ouais, mais alors il a fallu mettre les forceps. Donc, ça va dépendre. On va pas faire une analyse tout de suite. Non. Mais c'est vrai que ça peut. Les gens, il faut quelquefois les forcer un peu pour que il faut qu'ils soient têtus, quoi. Il faut qu'ils aient vraiment envie d'y aller. Et puis quelquefois, ils se font un peu prier, comme on dit. Ça vous parle? Je sais pas. Non. Bon. C'est intéressant d'arriver le point en avant. Ouais. Si on faisait une étude statistique sur tous les rebelles, ce serait intéressant. Oui, c'est pour regarder. Ok. Bon, on en parle juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Bon, Claude Berthoumieux sur RLP avec nous. On vient de passer ce petit moment très agréable là sur les traumas durant la grossesse et durant l'accouchement. On n'y pense pas, mais effectivement, il y a des conséquences, des incidences sur les gens. Vous avez fait un très très gros travail sur les agressions. Allez, rentrons dans le sujet. Comment on fait pour se remettre? Comment on survit à une agression? On a été touché. Vous avez dit, on a presque eu une NDE. Là, on a vu en tout cas, on s'est senti vraiment en danger, bousculé. Nos convictions internes ont été, c'est allé loin et autres. Comment on efface? Comment on vit avec? La première chose après une agression, c'est de reconnaître que c'est pas forcément facile. Et le premier deuil qu'il y a à faire après une agression, c'est quelquefois le deuil de la vie d'avant. Parce que finalement, un peu comme dans le processus de naissance, au départ, on est dans un monde océanique. On est tout petit à l'intérieur c'est la béatitude, on est bercé dans l'illusion du bonheur. Tout va bien, on a mis notre vie en place, tout va bien. Et puis tout d'un coup, il se produit un événement qui va tout bousculer, tout remettre en question. Et c'était pas un NDE, c'était le sentiment de mort imminente. Ouais, c'est-à-dire le sentiment que là, notre sécurité profonde, ontologique. On est sorti de la zone de confort. On est sorti. On est carrément décalé. Il y a même, bien sûr. Et ça va même très loin. Il y a on est en danger. Il y a des gens qui sortent de leur corps à ce moment-là. Ils savent plus ce qui leur arrive. Ils disent, je ne me souviens plus. Ils sont spectateurs, ils ont une amnésie. Ce qui s'est passé. Ils ont une amnésie comme... moi, j'ai eu un accident, je sais que ça m'a fait ça. C'est une amnésie totale. Et puis après, il faut se remettre de ça. Alors effectivement... il faut savoir quand même, si vous permettez, allez-y. que le syndrome de choc post-traumatique, on en parle beaucoup maintenant, il l'avait remarqué au départ avec le syndrome de guerre, c'est-à-dire le choc post-traumatique avec le Vietnam, ils se sont intéressés à ça à cause des guerres. Mais comment on s'en remet? La première chose, ça va être d'abord d'accepter de vivre consciemment des symptômes qu'on n'a jamais eus. Par exemple, j'ai jamais été angoissée. Eh bien, juste après, pendant l'agression, on a une sorte de sidération quelquefois. On est sous le choc. C'est pas forcément bon, mais juste après, il peut y avoir, pour certains. Alors c'est très important. Pour certains, la réaction peut être immédiate, c'est-à-dire le soir, ils vont tourner ça dans leur tête, etc. Et puis, ils vont pas pouvoir dormir parce qu'ils se refont le film en permanence. Pour d'autres, il va y avoir un temps de latence. Ce qu'on appelle le temps de latence entre l'apparition des symptômes. Et ce temps de latence, il peut prendre une demi-heure jusqu'à prendre 15 jours. Et il y a des gens qui vous disent « Oh, moi, j'ai eu un hold-up. » Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Mais ça va. Et 15 jours plus tard, ils voient arriver un bonhomme qui ressemble vaguement à celui qui les a hold-upés, et qui casque, et là, ils surréagissent. Donc, après une agression, vous allez être en état d'hypervigilance. Vous avez mis, j'allais dire, 150 vigiles sur vos remparts personnels. D'habitude, on en a 4 pour surveiller votre niveau de vigilance ordinaire. Et là, vous en allez avoir plein de vigiles. Parce que vous êtes en hypervigilance, d'où l'absence de sommeil, perturbation du sommeil. L'estomac qui se noue, on ne peut plus manger. Ou alors la gorge, on ne peut plus pleurer ni parler. Alors, comment s'en remet? D'abord, la première chose, c'est d'accueillir les symptômes.
Je dis bien accueillir et accepter que c'est normal, que c'est provisoire et qu'il n'y a aucune raison que ça s'installe dans le temps. Mais si on sent que ça nous empêche de dormir plus de 15 jours, d'abord, c'est essentiel de dormir, donc il vaut mieux aller voir son médecin, et aussi aller consulter un psy aussi, parce que la parole fait partie, les larmes, la parole, la colère aussi quelquefois, l'expression des émotions va libérer la personne du choc. L'important, pour moi, c'est qu'elle ne la laisse pas s'installer, s'engrammer, enfin je veux dire s'incruster dans votre chair, parce que vos cellules prennent le choc à 100%. Et c'est pour ça que quand je parlais des chocs survenus dans l'enfance, pour moi, la névrose que l'on met en place toute une vie, ce qu'on appelle la névrose, névrose, mais je pense qu'on est tous névrosés, donc j'appelle ça la normose, moi. On a tous des petites névroses, des petites habitudes, des petits machins. Donc c'est pas grave, mais il faut savoir que au moment d'une agression, il y a peut-être un ancien choc qui a été enfoui dans la rivière souterraine de l'inconscient dès l'enfance et qui va ressurgir d'un coup et manifester des réactions très violentes. C'est pour ça que je dis que finalement, la névrose que l'on met en place dès l'enfance est déjà un stress post-traumatique. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on mette en place des stress post-traumatiques si on est choyé, aimé, avec des limites, bien sûr, on ne va pas nous laisser tout faire. Si on nous apprend à gérer nos frustrations, etc. Bon, mais le moindre événement, moi je peux parler de moi si je peux. Allez-y. On est entre nous, je ne le dirai à personne. Oui, vous le direz à personne. Répétez pas ça. Le moindre événement, moi j'ai perdu ma mère quand j'avais 6h30. D'accord. Le matin où on me l'annonçait, c'était le lendemain de Noël. Oh mon Dieu. Vous imaginez d'ailleurs que les Noëls, pour moi, ils ne sont pas très cool depuis. Le lendemain de Noël, ma grand-mère m'a dit ta mère va mourir. Et je venais à peine de me réveiller. Conclusion, dans ma vie, mes réveils non plus ne sont pas forcément cool. Ensuite, bon, il a fallu que je travaille dessus, ça va mieux quand même, on se soigne, mais... Ensuite, j'ai vu ma mère, j'ai vu ce qui lui arrivait, j'ai vu plein de choses dont je passerai les détails, et j'ai senti que tout le noyau dur de ma névrose profonde, de stress profond, s'était noué, installé à ce moment-là. J'avais vu des choses que j'aurais pas dû voir. Et donc, maux d'estomac, etc., voilà. Ce qui fait que chaque événement par la suite, j'ai eu des accidents de voiture par la suite, chaque événement va réactiver le trauma initial. Il y a plusieurs pensées qui me viennent en vous écoutant. Là, je les ai notées, je les ai intériorisées pendant que vous parliez. Premièrement, une agression, c'est la perte de quelque chose, une certaine innocence, une certaine... Ouais. C'est aussi l'acquisition d'autres choses qu'il faut accepter en déculpabilisant. Comme nous, on dit souvent, c'est pas de votre faute, c'est ça. Donc il y a des choses qui viennent, qui sont comme ça. Et deuxièmement, de toute façon, la vie, ça abîme. Donc il y a aussi, il faut trouver aussi quelque part des choses qui sont normales. Je veux dire, une vie lisse, sans aucune agression, c'est pas une vie. Donc il y a des choses qui sont normales avec lesquelles on vit, et d'autres qui sortent de la normalité. Mais on ne peut pas non plus dire aux gens que la moindre petite chose est une agression, quelque chose qui... Parce que le simple fait de venir au monde, par exemple, vous voyez, est difficile. Grandir, constater que l'objet qu'on lâche tombe par terre, au départ, est une frustration. Donc la définition de l'agression, de ce sur quoi on n'a pas la main, en fait, peut aller extrêmement loin. Donc il faut aussi... Alors, vous avez raison. Ce sur quoi nous devons être vigilants et travailler en profondeur, c'est ce que j'appelle la sécurité intérieure. Nous sommes naturellement doués pour le bonheur, mais on ne le sait pas parce que justement on a laissé s'accumuler les choses. Alors, c'est pour ça que je dis l'enfant, lui, va pas pouvoir exprimer tout de suite, parce qu'il n'a pas les mots pour le dire. Mais dès qu'il a les mots pour le dire, moi je conseille souvent
aux personnes qui viennent me voir, je leur dis, si votre enfant, depuis quelque temps, il change de couleur, il va pas bien, il mange pas bien, il a des soucis à l'école, c'est qu'il a quelque chose à dire. Enfin, qu'il n'arrive pas forcément à dire. Parce qu'une des manières de libérer les chocs que l'on a, c'est d'en parler. Alors, vous avez l'impression que j'exagère un peu en disant que la moindre chose pourrait... Non, mais je n'ai pas dit que vous... Mais en fait, j'essaie d'exprimer le fait, Je comprends il y a tellement très de bien. choses. Ça peut être une agression, à un moment donné, il faut bien vivre. Le monde est comme ça, il est fait ainsi, il faut bien avoir son petite armure aussi. Donc, il faut traiter ce qui est peut-être plus fort que la normale, voilà. On est d'accord. Mais on est responsable d'entretenir en soi et autour de soi une énergie où les choses se libèrent au fur et à mesure. Par exemple, c'est à ce niveau-là que je le dis. Si j'ai une rancœur contre X parce que X m'a injurié ou m'a fait du mal en me disant, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe qui, ou mon conjoint, ou même mon enfant. S'il me dit quelque chose qui me fait souffrir, qui me fait du mal, il est bon de le libérer par la parole en parlant. Parler va être une très bonne manière d'exprimer ce que nous avons sur le cœur. Parce que moi, je conseille aux gens, je ne dis pas que toute la vie est agression, heureusement. J'adore la vie. Et puis, il y a des super moments aussi. C'est surtout de ne rien garder sur le cœur. Parce que l'expression garder sur le cœur fait qu'on peut finalement avoir des problèmes cardiaques. Pour moi, toute agression peut, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la névrose post-traumatique. Si ça s'installe trop dans les mois qui suivent, au bout de 3 mois, on peut considérer qu'il y a encore 14% de personnes qui n'ont pas libéré leur choc et qui vont installer une petite névrose post-traumatique qui vont faire qu'elles vont pas vouloir sortir de chez elles ou qu'elles vont avoir peur. C'est ces choses-là qu'il faut pas laisser s'installer. Il faut en parler. Plus vous en parlerez, plus vous dessinerez autour, parce que l'art peut être une bonne manière de s'en libérer. L'écriture, la musique, il y a différentes manières de se libérer. Vous m'avez demandé tout à l'heure comment on s'en libère. Moi, je dis qu'on s'en libère, parce qu'on n'oublie pas, mais il ne faut pas... Ce n'est un bon moyen, hein. Je dirais, aller devant les gens et sortir tout ça, c'est un très très bon moyen aussi, ça marche très bien. Hein, il ne faut surtout pas le laisser s'imprégner, s'incruster. Et d'ailleurs, faire une psychothérapie, c'est tout simplement dégager des trucs qui ont bouché les canalisations depuis longtemps aussi. Hein. Tout simplement une canalisation qui garde un petit peu de gras, un petit peu de trucs, un petit peu machin. Au bout d'un moment, elle se bouche. Et on peut dire que nous, on fonctionne un peu comme selon les lois de la physique. Hein. Si on laisse trop s'accumuler les non-dits, les rancœurs, on peut devenir agressif. Parce que là, ça s'inverse. Quand on a trop accumulé, on peut devenir violent. La violence, elle n'est pas gratuite. Non, mais je comprends très bien ce que on fait un burn-out, on ne peut plus, on n'y arrive plus, ça sort de tous les côtés, il y a des étincelles, absolument. On se lâche. Oui. Tout d'un coup, c'est cramé à l'intérieur, il n'y a plus personne. Quoi. J'ai vu des gens, moi... C'est dangereux d'ailleurs. Ouais, j'ai vu des gens quitter leur bagnole en plein embouteillage en disant « j'y vais plus, c'est fini ». Oui, le film Chute libre. Chute libre, ouais. Vous l'avez vu ce film ? Non, pas lui. Chute libre, il est dans sa voiture, il a une petite mallette avec 3 pommes dedans. Il vient de se faire virer, il fait semblant d'aller au boulot, il y a un embouteillage, puis tout d'un coup, il quitte la voiture, il s'en va, et puis il devient fou, commence, voilà, il pète un plomb, et voilà. Tous les tabous, toutes les protections intérieures ont sauté. Bon, alors, dites-moi, là, dans les cas d'agression, ce qu'on appelle le supplice chinois, supplice chinois. La goutte d'eau. La goutte d'eau, régulièrement, il y a des gens... Bon, je suis confronté à une population, par exemple, on va dire, voilà, vous ne voyez plus votre enfant, vous le voyez un petit peu, 2-3 jours par mois, un tout petit peu, par exemple, et avec quelqu'un en face qui... C'est extrêmement cruel, c'est assimiler une agression. Comment on survit à un truc comme ça, sans devenir fou, sans faire un acte irréparable ? Oui, parce que c'est une... Vous voulez dire quelqu'un qui ne peut plus voir son enfant pour des décisions de justice ou des choses comme ça ? Oui, et puis, en fait, perdre un enfant, c'est une société de recomposition, si vous voulez, donc ça fait partie de la société. Et puis on se rend compte que beaucoup de gens sont confrontés à ça, et je trouve que l'ADN de l'émission, elle est aussi
par rapport à ces parents qui n'arrivent plus à voir leurs enfants alors qu'ils voudraient le faire, et les comportements d'aujourd'hui. Et beaucoup de gens avec qui je discute, le fait de voir leur enfant uniquement 4 jours par mois, oui. Le vivent très mal, extrêmement plus, mal, et en plus ils sont en permanence soumis à une pression. En plus sous surveillance. Sous surveillance, on remet les passages de bras sont devant le commissariat. Si t'es pas gentil, on changera pas pour l'anniversaire. Il y a un petit chantage, il y a une pension alimentaire. Combien tu gagnes? Donc ils ont vraiment l'impression d'être tenus en laisse ou en fait d'une canne à pêche pour avoir le droit de voir un petit peu leur enfant. Ça c'est extrêmement cruel et ça fait des gens qui ensuite parfois dépriment ou ont des répercussions, ou parfois qui ont des gestes malheureux, que j'excuse pas, hein, mais qui passent justement les systèmes de sauvegarde qu'on a dit auparavant, parce qu'on on leur appuie sur certaines choses. Il y a une souffrance très forte par rapport à ça. La souffrance est intolérable. Oui. Alors comment on gère quand on est... Parce que je pense qu'être victime d'une souffrance comme ça sur la durée, c'est cruel et c'est une sorte d'agression. C'est une agression que la société nous fait vivre à ce niveau-là. Des décisions de justice peuvent être une agression. J'ai un ami qui a été privé de sa fille pendant... 2 amis qui étaient privés de leur enfant pendant plus de 6 ans. Wow. Il les voyait sous surveillance aussi. Ouais, comme les drogués, les violeurs, tout ça, les criminels. Ça, c'est... En fait, c'est une souffrance. Moi, j'ai d'autres hypothèses, mais c'est pas... C'est une souffrance que de toute façon il va falloir apprendre à vivre avec, et pour ça c'est important. On n'a pas le choix, donc il faut la gérer là, parce que c'est important d'en parler, d'avoir quelqu'un à qui en parler, que ce soit quelqu'un dans un institut où on peut aller parler à un psy de temps en temps si on n'a pas trop de sous aussi, parce qu'il y a ça aussi, cette réalité. Il faut en parler régulièrement. Moi, je conseille aussi d'écrire un journal. Qu'on pourra lire aussi à quelqu'un, qu'on prend à témoin, parce qu'on ne peut pas non plus en parler tout le temps aux parents et aux amis, parce que c'est une souffrance pour eux aussi. Voilà. Donc, c'est une réalité que la personne vit, qu'elle subit. Elle a peut-être... J'allais dire, le but ultime serait qu'elle arrive à faire de ça une opportunité, avec l'aide d'un thérapeute en général c'est plus facile, mais une opportunité d'évolution personnelle. C'est-à-dire, comment vous dire ça ? Je ne crois pas qu'il y ait de souffrance que l'univers, on va dire ça, nous fasse vivre, qu'on ne soit pas capable d'affronter. Ça veut dire que peut-être cette personne a besoin... besoin, c'est... Attention, hein, je pèse mes mots là. Parce que besoin, ça ne veut pas dire envie. Et elle ne trouve pas ça drôle. Mais peut-être qu'à travers cet événement, à travers cette situation, elle va pouvoir trouver l'occasion de développer la meilleure part d'elle-même. Moi, j'ai eu des personnes dans ma vie qui avaient perdu un enfant à 20 ans. La mère en avait 40, fils 20. Et c'est une souffrance inimaginable. Elle a transformé sa vie, j'allais dire, grâce, entre guillemets, à cette perte. Ça veut dire que toute souffrance qu'on rencontre dans la vie, si on la regarde le nez dans le guidon, c'est épouvantable. Si on essaye, avec l'aide d'un spécialiste, de prendre un peu de recul, ou si on croit à quelque chose, parce que ça peut aider aussi. Je pense à ceux qui ont la foi, une foi dans n'importe quoi, hein, mais qui ont une foi, ça peut les aider à comprendre que peut-être ce passage est un passage étroit. C'est la fameuse porte étroite. Moi j'ai par exemple une éducation au départ chrétienne, la fameuse porte étroite, qui permet de passer à travers la souffrance de cette vie, d'en comprendre le sens, et peut-être se dire, mais en fait, pourquoi je vis ça ? Ça peut être intéressant de se poser la question. Et ça pourra devenir qu'un meilleur parent par la suite. Oui, après le temps passe. Hein. Le temps passe. Mais parce que
c'est difficile d'entendre ça, mais par exemple, j'ai une cliente récemment qui est arrivée, elle vient d'apprendre qu'elle avait un cancer du sein. Très honnêtement, je l'ai vue 10 fois avant. Là, je ne l'ai jamais vue aussi légère et joyeuse. Alors je me suis dit, waouh, pourtant il y a le parcours du combattant. Hein. Mm-hmm. Elle n'a pas encore choisi. Bref, et j'ai compris. C'est parce que depuis qu'elle a ça, tout le monde lui témoigne de l'amour. Tout le monde s'intéresse à elle. Tous les gens qui travaillent avec elle lui disent, mais tu te rends pas compte de ce que tu nous as donné. Alors, moi je me pose des questions souvent à ce niveau-là, mais parce que je me pose toujours beaucoup de questions sur le sens, avec un grand S, que prennent les événements dans la vie. Pourquoi ils nous arrivent. Moi je sais que si j'avais pas eu mon accident de voiture, à 18 ans, je serais devenu un chef d'entreprise autoritaire et sûrement très brutal, en tout cas très révolté, où j'aurais été, je sais pas, enfin j'aurais fait la révolution en tout cas, en France. Et là, je la fais autrement. Je la fais à partir du cœur, à l'intérieur. On est dans des gens qui ont besoin de l'être. Mais comme je dis, tout a un sens pour moi. Tout événement traumatisant, on peut en tirer quelque chose d'intéressant. Et ça, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, j'ai pas choisi... Je ne sais pas. Il y a un niveau où, en tout cas, même si on n'a pas choisi, on n'est pas responsable de la situation. On n'est pas coupable de la situation. Ça, c'est important aussi de le dire aux gens qui sont confrontés à ça. C'est toujours, encore une fois, c'est pas de leur faute. Alors, et effectivement, quand on doit subir quelque chose, perdre un enfant, c'est quelque chose de difficile. Je vois, j'ai ma grand-mère qui a perdu mon père. Bon, ça, mais il y a d'autres exemples comme ça. C'est pas dans ce sens-là que ça se passe normalement. C'est une douleur qui, effectivement, qui est assez dure. Et dans notre environnement, vous avez vu des personnes qui ont été privés de leur enfant. Oui. Comment on fait le deuil de quelqu'un qui n'est pas mort? Oui, alors, il faut surtout pas faire le deuil de l'enfant. Si on l'aime, il faut faire le deuil de la relation que l'on aurait imaginée, qu'on aurait voulu avoir. Que l'on aurait voulu avoir. C'est pas le deuil de l'enfant. Votre enfant, ça sera toujours votre enfant. Et un jour, il vous reviendra. Moi, je le disais à mes amis qui ont été privés de leur fils ou de leur fille pendant des années. Je lui disais, un jour, il reviendra. Peut-être que ça sera l'adolescence. Peut-être que tu aurais été privé d'une partie de son enfance. Mais voilà, si tu étais sur une plateforme en mer du Nord et que tu vois ton gosse que tous les 2 ans... moi, par exemple, je voyais mes parents que tous les 2 ans quand j'étais petite. Vous étiez à l'internat ? Non, d'une part, au départ, j'étais en Afrique. Ah, oui. Et puis, par ailleurs, ma mère est morte, donc ça a été vite fait. Mais puis mes parents, mon père s'est remarié, il est parti en Afrique pendant 2 ans, je ne les ai pas vus. Vous voyez, j'ai dû faire le deuil de ce que l'on imagine comme la relation idéale. Bien sûr qu'on a envie, mais comme on dit souvent, nos enfants, on ne les a pas mis au monde pour nous. C'est là que souvent on se trompe. L'enfant, c'est lui, pour moi, qui choisit de venir au monde. Et cet enfant-là, si vous l'aimez, continuez à l'aimer même si vous ne le voyez pas. Parce que d'un côté, le voir tous les jours comble nos propres besoins, mais comble nos propres besoins d'enfants, à nous. Notre propre besoin parce qu'on porte nos enfants, mais nos enfants nous portent aussi quelque part. Voilà, il comble nos propres besoins d'amour, de présence. Mais quelquefois, il vaut mieux avoir un après-midi de super qualité relationnelle avec son enfant, plutôt que tous les jours où il y a des tensions dans la famille et où la personne va galérer, ou je pense aussi dans les cas de drogue. On n'est plus un éducant à ce compte-là. Hein. Comment ? On n'est plus un éducant à ce compte-là. On n'est plus un éducant. Voilà. Quand on est parent pop-corn 4 jours par mois, on ne peut pas se permettre d'avoir des moments... comment dirais-je, donc il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de... Cette fonction éducative est absente, il n'y a plus des temps de loisirs, et on n'est plus un éducant du tout, donc on n'a plus la main sur beaucoup de choses. Non, on n'est plus un éducant, mais bon, si on ne peut pas faire autrement, on peut, ça dépend de son âge aussi, jouer avec lui, parler avec lui,
lui faire passer des messages du type « non, ça tu peux pas ». Si on joue, par exemple, il triche, on lui dit « mais non, tu vois, ça c'est la limite, tu vas pas tricher ». On peut faire passer des messages essentiels à nos enfants. Mais je n'enlèverai jamais, moi je cherche même pas à enlever la douleur d'une séparation. On s'habitue. On a un pouvoir de s'habituer. On s'habitue à tout. On s'habitue à tout. Le truc, c'est qu'il ne faut pas faire le deuil de l'enfant. Faites le deuil de la relation que vous auriez aimé avoir. C'est pas pareil. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Claude Berthoumieux sur RLP avec nous. Dites-moi, pour conclure cette heure-là qui est très intense, très agréable, je voulais poser une question. Vous qui avez eu le parcours que vous nous avez décrit sur plusieurs dizaines d'années, qui avez pu observer la vie sur plusieurs continents, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du monde de la famille en Occident contemporain, la France d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce que cet environnement familial devient en France par rapport à ce qu'il a été, ce qu'il a pu être dans le passé, et ce que vous avez vu ailleurs? Qu'est-ce qui a changé? Alors justement, moi j'ai vécu 20 ans en Afrique, j'ai vécu aussi en Inde, plusieurs mois. Plusieurs cultures. Oui. Plusieurs cultures. Les enfants dans les pays d'Afrique, en général, sont des rois, ils sont des dieux, mais pas des rois au mauvais sens du terme. Et je me souviens, moi, d'une phrase de quand même quelqu'un de connu, le Dalai Lama, qui disait, de la même manière que d'ailleurs qu'un disciple de Dolto, qui s'appelle Dodson, et qui a écrit un livre « Tout se joue avant 6 ans », que je recommande. Tout se joue avant 6 ans. Connu, oui. Il est connu, voilà. Eh bien, le Dalai Lama disait, jusqu'à 6 ans, un enfant est un prince. On doit être à son service, d'abord parce qu'il dépend de nous, pour être nourri, etc. Après 6 ans, entre 6 et 12, il va apprendre à devenir un serviteur. Ça, c'est une façon de parler tibétaine. Ça veut dire serviteur, c'est pas tu fais tout dans la maison, la vaisselle et tout. Mais ça veut dire apprendre à obéir, parce que ça le structure aussi par rapport à une société, un clan dans lequel il va rentrer, où il y a des règles et des lois. Bien sûr. Et ensuite, après 12 ans, ça sera un ami pour le restant de vos jours. Je trouve que la société... en France, il y a d'abord il y a une France fracturée, avec une société, on va dire, privilégiée, bobo, bourgeoise. C'était peut-être des mots anciens que je prononce là, mais qui va continuer à essayer de maintenir les valeurs, l'étude, réussir ses études, diplômes, etc., etc. En soi, c'est pas mal, mais bon. Moi, je dis qu'il y a des gens très chouettes qui réussissent sans diplôme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école, parce que l'école nous structure, nous apprend beaucoup de choses. Mais il faut être cohérent, par exemple, entre... Je trouve qu'il y a une... les parents qui se déchargent, par exemple, sur les enseignants de leur propre irresponsabilité... Ça fait que tout le monde est malheureux. Les enseignants sont mal. Les enseignants, ils ne peuvent pas tout apprendre aux enfants. Les parents, eux, souvent, ils sont devenus parents sans l'avoir choisi. Moi, je trouve que ça se dégrade énormément parce que vous avez des jeunes adultes qui ont des enfants. Ok, super. Mais ils jouent un rôle. Ils jouent au rôle du papa ou de la maman, mais ils ne sont eux-mêmes pas matures. Donc la maturité affective, moi je trouve qu'aujourd'hui, ça se dégrade parce que... Enfin, est-ce qu'on l'est? Je vois à une époque, on était maman, on était papa à 19 ou 20 ans, c'était extrêmement tôt. Est-ce qu'on est, de toute façon, à quel moment est-on vraiment prêt à accueillir un enfant, quelque part? Oui, d'accord, vous avez bien raison. Mais à l'époque, il y avait, comme ça se passait en Afrique aussi ou dans d'autres sociétés, il y avait... tous les grands-parents, oui, il y avait l'environnement qui venait avec. L'environnement qui était là. Oui. Moi, j'ai vu avec le sida, ça a beaucoup changé, puisque j'ai une amie qui a créé Solancy, puis ensuite Orphelin Sida International.
Et il n'y a plus cette famille qui va accueillir l'enfant. Il n'y a plus cet environnement sécurisant. Moi, je trouve qu'on vit dans un... C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de violence, d'ailleurs, et de réactions, ou de plus en plus de drogue, parce que les gamins, après, se retrouvent ensemble, en clan. L'État cherche aussi à s'introduire dans la sphère familiale. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, l'autorité parentale est de plus en plus attaquée par l'État en Occident. C'est-à-dire les enfants ne sont plus à leurs parents. C'est quasiment l'État qui s'ingère, qui se met dans la relation parentale. Ah oui, de toute façon, avec des décrets par moments absurdes. Enfin bon, je ne vais pas me lancer là-dedans. En tout cas... Ce qu'il faut dire, c'est que les enseignants, par exemple, qui sont aussi des éducateurs par définition, ne sont pas chargés de faire ce que les parents devraient apprendre aux enfants. Et souvent, j'ai vu beaucoup de parents démissionner parce qu'eux-mêmes sont perdus. Oui, moi j'étais en Asie, si vous voulez, l'école travaillait pour moi, me faisait un compte-rendu quasiment hebdomadaire, extrêmement précis de ce qui se faisait avec mon enfant. Et quand je suis arrivé en école primaire en France, on m'a expliqué que non, il fallait pas l'aider pour ses devoirs à la maison et que c'est eux qui faisaient. Moi j'arrêtais. Donc c'est moi qui travaillais pour eux à la limite. Donc il y a la société occidentale s'oriente de manière extrêmement différente de ce que j'ai pu voir moi sur d'autres continents, de ce qui se passe ailleurs. Mais de toute façon, on ne divorce pas en Afrique, on ne divorce pas en Inde, on ne divorce pas en Asie, on divorce beaucoup chez nous. Ils commencent à divorcer un peu partout dans les pays, malheureusement. Parce que le modèle occidental... Vous dites malheureusement non, je veux dire malheureusement, dans le sens que... là, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait revenir, mais c'est l'amour. Je veux dire, beaucoup de gens se mettent ensemble sur un coup de désir ou sur un coup de foudre. Mais aimer, ça s'apprend. Je veux dire, c'est pas... La passion est innée, mais aimer sur la durée, ça s'apprend. Oui, c'est ça. D'accord. La passion, elle est d'un coup. Mais la passion, elle est morbide. Si on la laisse, la symbiose permanente est morbide. C'est comme son enfant. Si on veut le garder toute sa vie, on va le perdre. C'est pour ça qu'à l'adolescence, ils ont besoin de s'affirmer, de dire non, de constituer leur autonomie. Mais quand ils le disent face à des parents qui eux-mêmes ne sont pas autonomes dans leur maturité affective, ça ne le fait pas parce qu'ils s'engueulent comme des gamins. Et puis maintenant aussi, je vois des adolescents ou des jeunes adultes parler à leurs parents ou à leurs grands-parents. Il y a vraiment une dégradation des valeurs. Moi, je m'étais dit que jamais je dirais de mon temps, mais je le dis quand même un peu parce que je veux dire, je voyais mes neveux l'autre jour parler à leur grand-mère comme s'ils parlaient à une copine. Et je leur dis, mais ta grand-mère, elle te comprendra jamais si tu lui parles comme ça. Et moi, je suis une grand-mère qui peut comprendre si on me parle comme ça, et encore, ça me choque. Il y a des valeurs qui devraient se retrouver. Maintenant, on a l'impression que, de toute façon, tout le monde s'en fout, et on est devenu quand même très... il est temps qu'on se resolidarise, voilà. Que chacun... Très divisé en Occident. Chacun reprenne sa place. Très, très divisé en France et en Occident. Que justement, que les éducateurs communiquent avec les parents. Mais les parents, quelquefois, ne peuvent pas faire les devoirs, puisque eux-mêmes n'ont pas fait ces devoirs-là. Bon, passons. Dites-moi, Claude Berthoumieux, donc on vous trouve sur d-stress-psi.com. psy.com. Et le D, c'est tout seul. Oui, le D, il est tout seul. En fait, ça fait Destress, ça fait Destress Psy. Donc, on vous trouve sur Internet. Vous avez aussi des réseaux sociaux. Vous avez Facebook, j'ai au moins 4 pages, oui. Ou 5, je ne sais plus. Parce que par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'anime des stages de clown pour les adultes. Oui, donc, encore un exutoire. Oui, un exutoire. Et ça, je peux vous dire que c'est génial pour oser être soi-même. Bien sûr. S'équilibrer et savoir jouer comme un enfant. C'est quelquefois utile aussi quand on peut jouer. Vous avez des petits projets, là ? Des choses qui se profilent ? Oui, j'ai des projets. Je vais lancer des formations sur le net pour aider les gens à trouver un sens à leur vie. Et aussi peut-être aider les personnes, je ne suis pas encore certaine, mais les personnes en période de transition, de séparation, à la faire cette transition. Je continue évidemment à travailler avec les victimes d'agression. Bien sûr. Parce que c'est aussi une sacrée transition de passer d'une vie à l'autre. Bien sûr.
Moi, je suis très optimiste, d'une manière générale, même si je parle de souffrance. Et Alors, je dis aux gens, là, vous rayonnez. Hein vous rayonnez. Vous êtes un rayon de soleil. Là, il y a plein de choses qui sortent de vous. Ah oui, c'est évident. Bon. C'est gentil. Bon. Même si quelquefois je dis des bêtises. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Qui n'en dit pas? Mais et encore, sait-on vraiment que ce sont des bêtises? J'adore. Claude, merci d'être venu. Je vous remercie de m'avoir reçu. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.